Alors on va aborder maintenant une partie sur la crise économique et notamment sur lequel porte votre livre en fait. Donc nous allons tenter de rentrer un peu plus dans les détails étant donné que notre auditoire s'y prête. Alors nous sommes en 2012, pleine crise de la dette souveraine, les dirigeants de la zone euro cherchent une solution et là le mécanisme européen de stabilité est créé. Donc ce mécanisme européen limite à 3% les déficits publics des États de la zone euro et cela reprend les critères de Maastricht. Alors déjà que les critères de Maastricht, peu de pays ont pu les respecter, notamment la France et l'Allemagne. En quoi on peut légitimer le fait d'imposer à des États encore moins vertueux économiquement que la France et l'Allemagne, je pense au Portugal, à l'Italie, à la Grèce, de suivre ces déficits publics? Et pourquoi ce chiffre de 3% qui revient éternellement dans tous les critères budgétaires pour les pays européens? Et deuxièmement, est-ce que imposer ces critères-là à des pays qui sont dans une récession économique très grave, est-ce que cela ne fait pas justement perdurer en fait la crise économique comme le dit le FMI? Alors, le FMI, si vous me permettez, ne dit pas tout à fait ça. Dit sur l'objectif pour la France d'atteindre 3% de déficit public, c'est un objectif extraordinairement ambitieux. Donc ne dit pas les réductions de déficit, c'est mauvais pour l'économie. Parce qu'au fond, la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi on en est là et que faut-il faire. Pour aller à l'essentiel et très rapidement, depuis 2007, il s'est produit 3 crises économiques mondiales. Et on parle de crise, en réalité, c'est vraiment, de mon point de vue, une mutation profonde de l'ordre économique mondial et une organisation et une réorganisation complète des échanges entre les économies avancées, entre guillemets occidentales, avec le bloc européen et le bloc américain, et d'autre part, la réalité de la puissance déjà actée, d'économies émergentes. On pense à la Chine, on pense à l'Inde, bien sûr, on pense également au Brésil, à l'Afrique du Sud, à la Russie. Et toutes ces économies ont pris aujourd'hui des positions qui fait que d'ailleurs sans elles, on n'aurait probablement pas résisté à la crise de l'euro. Et sans elles, naturellement, ou sans accepter le fait qu'elles sont désormais des économies très puissantes et très structurées, c'est un nouveau concert, c'est un nouvel ordre économique mondial qui est en train de se mettre en place. Mais pour bien comprendre ce qui s'est passé, ça démarre en 2007 sur les subprimes et des modèles économiques très spéculatifs qui s'appuient sur des crédits hypothécaires qui ont entraîné une bonne partie de la classe moyenne américaine, qui est quand même le cœur identitaire des États-Unis, mais aussi le moteur économique des États-Unis, à se surendetter sur le plan privé et à considérer que le rêve américain leur permettra d'être toujours de plus en plus riches, se débrouiller, trouver un emploi même s'ils en perdent, etc. Ce modèle a explosé essentiellement par des systèmes bancaires très spéculatifs avec des activités de marché. Et ça a créé une première secousse très forte. Les États, pour essayer de sauver une partie de l'activité économique mondiale, ont coordonné leur puissance publique et ont créé un axe qui était on va faire de la relance. La relance, c'est quoi? C'est de la dépense publique. Donc tous les États ont lancé des grands programmes de dépenses publiques, endettés ou pas endettés, niveau de déficit à 70, 90, 100 ou 120, peu importe. Toutes les économies avancées ont pratiqué une politique de relance par la dépense pour soutenir les activités bâtiments, travaux publics, etc., pour soutenir le pouvoir d'achat à travers les amortisseurs sociaux, les prestations sociales, et pour faire en sorte qu'on ait une récession économique pas trop importante. La France, de ce point de vue, s'en est pas si mal sortie. Elle a eu une récession d'un peu plus de 2 points, pendant que l'Allemagne en avait une de 4,5, les États-Unis également ont eu une récession, et cette politique de relance a fonctionné. Ça aurait pu tenir, et on aurait pu vivre sur... Quand ça va mal, on fait du déficit, donc on fait de l'endettement, mais ça soutient, et puis de toute façon les États sont gagés sur l'éternité, il n'y a pas de menace possible. Une deuxième réplique avec Lehman Brothers, une petite banque d'affaires. L'administration américaine veut montrer un exemple et veut mettre en exemple cette banque d'affaires en disant, puisque les banquiers ont fait des modèles très spéculatifs dans la précédente crise, il faut faire un exemple parce qu'ils ne comprennent rien. Et prend la décision de laisser tomber cette banque d'affaires qui était historique. C'est pas tout à fait une petite banque d'affaires, mais à l'échelle mondiale, c'est pas une banque systémique non plus. C'est pas le Crédit Agricole, c'est pas la BNP, ça fait pas partie des 7-8 grandes banques systémiques et universelles. Et donc cette seule décision a fait basculer le monde entier dans un cataclysme économique, puisque le système interbancaire s'est révélé complètement bloqué à l'issue, et a amené évidemment une organisation générale, là aussi, d'une nouvelle politique de relance pour soutenir l'activité économique.
Ça a plus ou moins bien marché. Et en réalité, on s'est aperçu que endettement plus endettement, un certain nombre de pays européens étaient très endettés. De là surgit la question grecque, pas seulement, mais de là surgit la question grecque, puisque c'était le plus mauvais élève, qui avait plus ou moins trafiqué les chiffres, qu'il y avait une insincérité qui n'avait pas été vue par Eurostat dans cette question. Et donc, les marchés, c'est-à-dire les banquiers modernes, c'est-à-dire des investisseurs, c'est-à-dire des gens qui prêtent de l'argent aux États pour financer leur politique publique, se sont dit, si la Grèce est dans cet état qu'ils nous ont menti, or ils sont liés par une monnaie, est-ce que ça peut tenir? Et le doute a germé sur le fait que ça puisse tenir. Et c'est comme ça que la troisième réplique de la crise mondiale qu'on traverse depuis 5 ans, ou de ce nouvel ordre, a trouvé son épicentre en Europe, autour de la zone euro, avec la problématique de la durée de vie, ou de la mort, de la monnaie unique. C'est ça qui s'est posé comme problématique, c'est ce que nous avons eu à affronter. Alors, que fallait-il faire? Premier point, et ça a été le postulat défini par Sarkozy et la France, si avec une banque d'affaires, il y a eu une crise mondiale, que se passe-t-il avec un pays qu'on laisse tomber et qui sort? C'est l'éclatement de l'euro, c'est une dévaluation de fait de 30 à 40%, c'est un effondrement du patrimoine des particuliers et des États, c'est la catastrophe avec son cortège de violences, de douleurs sociales, etc. Donc la première décision a été de maintenir coûte que coûte la Grèce à l'intérieur de la zone euro. La deuxième décision a été d'imposer ce qu'on a appelé des plans de rigueur, en tout cas des plans d'économie pour revenir rapidement dans un calendrier acceptable pour toutes ces économies à des niveaux de déficit acceptables. C'est plus difficile pour la Grèce, le Portugal, l'Italie ou l'Irlande, en tout cas les pays sous programme. L'Italie est sous surveillance, mais les autres étaient, l'Espagne aussi, c'était des modèles économiques différents. Mais voilà, c'est ça qui a été acté et c'est ce qui a été mis en œuvre. Alors évidemment c'est difficile, mais il faut aussi tirer les leçons de ce qui s'est passé. Mais puisque vous parlez de ces pays, est-ce que ne sont-ils pas, étant donné qu'ils ne peuvent plus dévaluer leur monnaie, est-ce qu'ils ne sont pas condamnés à subir les plans d'austérité? Et en fait, il faudrait peut-être seulement se dire qu'ils sont intrinsèquement non compatibles avec l'économie allemande ou française. L'économie grecque n'a aucun lien et aucune similitude avec une économie allemande qui exporte. La question, elle n'est pas impertinente en ce sens qu'elle a du sérieux, mais cette question-là, dans ce cas-là, il fallait se poser avant l'entrée de la Grèce. Mais dans la mesure où la Grèce est rentrée, poser la question, c'est mettre le virus dans la tête des marchés, des investisseurs, qui ensuite vont se nourrir de cette interrogation posée par des Européens sur le thème, puisqu'ils n'y croient pas eux-mêmes, pourquoi allons-nous y croire? Et en conséquence, pourquoi allons-nous prêter de l'argent? Et donc, si on ne nous prête pas de l'argent, eh bien on ne peut pas financer nos politiques publiques. Il faut savoir qu'un pays comme la France a besoin d'emprunter 200 milliards chaque année pour payer ses fonctionnaires, pour financer ses politiques publiques, pour entretenir ses écoles, pour payer ses armées, etc. Donc si on n'a pas cet argent, si on ne nous prête pas de l'argent, si on n'a pas cette confiance, voilà. Et c'est une confiance qui ne peut pas être solitaire, c'est une confiance qui ne peut être qu'intégrée sur le plan européen. Vous parlez de l'argent que nous prêtent les investisseurs. On a ici en fait un petit slide pour le public, en fait, qui rappelle les déficits publics et les dettes. Non, le slide précédent en fait. Merci. Qui rappelle les déficits publics et les dettes publiques de 3 pays. Donc les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon, qui ont des déficits publics de respectivement 9%, 7% et 8%, et des dettes publiques de 107%, 93% et 218% pour le Japon. Et pourtant, ces pays empruntent à des taux très faibles, plus faibles que la France, peut-être pas que l'Allemagne, mais en tout cas plus faibles que la France, et plus faibles que quasiment la totalité des pays de la zone euro. Donc je rappelle les taux, 1,8%, 2% et 0,7%. Alors, on peut se poser la question simple, pourquoi empruntons-nous à des taux plus chers alors qu'on a des données économiques qui sont meilleures que ces 3 pays? En tout cas, sur ce ratio-là, le Japon, ils sont à plus de 200% effectivement d'endettement, mais le Japon a cette particularité de posséder 100% de sa dette. C'est-à-dire que ce sont les Japonais eux-mêmes qui financent leur propre endettement. Donc ils ne dépendent pas des autres. Donc c'est un modèle économique qui leur permet d'éviter d'avoir des taux d'intérêt trop élevés, mais c'est un modèle économique qui fait que l'économie japonaise est en cale sèche depuis 20 ans. Et ils ont un problème démographique. Les États-Unis, ils ont ce site supérieur à tous les autres, c'est qu'ils ont le dollar. Et ils ont un deuxième argument pour eux, c'est qu'ils ont une banque fédérale, la Fed, qui a toujours accepté de monétiser en quelque sorte sa dette, c'est-à-dire de faire tourner la planche à billets,
d'affaiblir le dollar volontairement pour rendre plus compétitives leurs entreprises, notamment à l'export. Et la seule problématique qu'ils ont à traiter, c'est l'acceptation, comme vous le savez, du relèvement du plafond de leur dette. Et donc c'est toujours le débat entre Obama et les républicains au Congrès, qui fait que tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans, ils discutent de savoir s'ils montent de 12 000 à 14 000, de 14 000 à 16 000. Ils doivent être aujourd'hui à 16 000 milliards de dollars, je pense, de montant d'endettement. Mais à un moment ou à un autre, il y aura certainement un point d'inflexion qui fait que la question se posera. Mais tant qu'ils ont le dollar, puis les États-Unis, c'est les États-Unis, ils peuvent se permettre cette audace. Mais ils devront faire des réformes de structure. Et à un moment ou à un autre, je pense qu'il y aura quand même une vraie question sur le niveau très élevé. Et ça viendra certainement de la Chine, et ça commence à venir, puisque vous le savez, la Chine est aujourd'hui détentère d'une bonne part, pas tout à fait majoritaire, mais pas loin, des titres d'État émis par le Trésor américain. Et le Royaume-Uni, c'est un peu le même schéma, parce qu'ils ont une banque d'Angleterre qui a été également très arrangeante. Et la grande différence entre les États-Unis et le Royaume-Uni et l'Europe, c'est que notre banque centrale, jusqu'à une période récente, jusqu'au mois de juillet, n'a jamais accepté d'être une banque de prêteurs en dernier ressort des États en difficulté. On s'est battu coûte que coûte avec Trichet et Draghi là-dessus. Les Allemands n'ont pas voulu en entendre parler, et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas parvenus à ce que nous souhaitions, c'est-à-dire une stabilité des attaques sur l'euro. Ce qu'a fait Draghi au mois de juillet à régler l'affaire, il a dit « nous interviendrons ». Il a mis en minorité le président de la Bundesbank dans son conseil des gouverneurs. Il a obtenu gain de cause sur élargir la gamme dans l'application du traité européen que confère l'indépendance à la Banque Centrale Européenne. Et aujourd'hui, si c'est désormais un peu le calme sur les marchés concernant l'euro, c'est uniquement par la petite phrase du président Draghi, italien, qui, voyant l'arrivée d'une attaque très forte sur l'Italie au mois de juillet, avec des taux d'intérêt qui auraient pu dépasser au long terme 10%, s'est retrouvé dans la situation de soutenir puissamment son pays et donc de soutenir puissamment l'euro. Mais Mario Draghi a rappelé à Davos en fait que la Banque Centrale Européenne n'aura jamais de dimension de croissance, alors que la Fed aux États-Unis a cette dimension, la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon ont aussi cette dimension. Et on rappelle les taux de chômage, aux États-Unis 7,7%, au Japon 4,2% et en Angleterre 7,8%. Alors qu'en zone euro on est à 11,8%, un record historique. Alors est-ce que le problème vraiment de fond n'est pas justement ce que vous venez de pointer, les statuts en fait de la BCE qui ont été faits par l'Allemagne et donc qui nous laisseront indéfiniment dans cette période de dépression? Moi, je pense que quand même, la décision de Draghi du mois de juillet crée une jurisprudence énorme. C'est-à-dire qu'il met en minorité le président de la Bundesbank, qui est quand même le gardien de l'orthodoxie de l'indépendance de la Banque centrale, qui est, c'est vrai, dans la construction du traité de Maastricht, une plume allemande, héritée de la culture allemande au lendemain de la guerre. Ils n'ont jamais oublié, évidemment, ce que le surendettement et la surinflation a apporté comme drame pour leur pays et pour le monde entier, avec l'arrivée, évidemment, des nazis au pouvoir à l'époque. Ils ne l'ont jamais oublié, et donc ils ont un consensus politique et social sur la lutte contre l'endettement et la lutte contre l'inflation. C'est incarné par le président de la Bundesbank. Madame Merkel a toujours soutenu le président de la Bundesbank. Mais quand M. Draghi, en juillet, accepte de mettre en minorité le président de la BUBA, Mme Merkel ne bouge pas. Pourquoi elle ne bouge pas et pourquoi elle accepte ce qu'elle n'acceptait pas avec nous? Parce qu'elle a obtenu du nouveau président de la République Hollande le traité budgétaire qui fixe un cadre et un rythme de réduction de déficit. C'est ça qu'elle voulait. Nous parlions de mariage, si nous parlions un petit peu de rupture, Gérard Depardieu nous quitte. Et j'aimerais avoir votre avis sur la polémique sous-jacente à cette affaire, parce que la France devient la risée du monde. Les quotidiens britanniques écrivent « Depardieu est maintenant le nouveau Dominique Strauss-Kahn », un homme dont on ne veut plus jamais entendre parler. Donc là, nous avons une affaire qui est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, en quelque sorte, puisque déjà, ça attire l'attention loin des réformes importantes. Vladimir Poutine a ainsi une autoroute pour montrer
comment dire, la stabilité économique de son pays par rapport à la crise de la zone euro. Et certains quotidiens étrangers, beaucoup de quotidiens étrangers, précisent que le gouvernement français, je les cite, devrait cesser de harceler ceux qui sont capables de réussir et de créer des emplois, plutôt que de flatter le bas peuple en désignant les riches à la vindicte populaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je pense que la dernière observation, elle est assez juste. Je pense que j'ai détesté les propos de Hérault expliquant que Depardieu était un minable. Le retour d'ailleurs de service de cette affaire a été quand même Poutine qui fait un communiqué sur le thème « Bienvenue monsieur Depardieu, vous avez votre passeport et vous arrivez dans un pays où le Premier ministre n'insulte pas ses citoyens ». Donc on s'est quand même fait donner une leçon de démocratie par Poutine sur cette problématique de Depardieu. C'est un joli bilan. Le choix de Depardieu, c'est le sien. Je regrette son départ. Il a ses raisons certainement intimes. Chaque vie a son secret et la sienne est sur la place publique. Donc on peut imaginer aussi que ça qu'il soit en douleur. Et on peut imaginer que le fait que le Premier ministre l'ait insulté ait été vécu par des gens qui ont du talent, qui gagnent de l'argent et qui pensent que la France est un grand pays de liberté comme une insulte collective. Tout ça n'est pas bien, ça donne une très mauvaise image. Et j'espère qu'un jour Depardieu pourra revenir dans notre pays. Je suis absolument convaincu que tout ce qui s'additionne aujourd'hui, des mesures fiscales jusqu'à ce type de message, dissuade les gens d'investir, de travailler. On a une vraie hémorragie d'un certain nombre de gens qui ont investi, qui ont créé leur PME, qui ont fait 10, 12, 15 millions de fortunes. C'est beaucoup d'argent, mais ce n'est pas des immenses fortunes. Ce sont des gens qui ont résisté, qui aiment leur pays, qui ont leurs racines, leur attachement, et qui, après le vote au mois de juillet, de la réforme de l'ISF et de la cotisation simple sur la tranche marginale à 153%, ont pris la décision de partir. Le cœur serré, déchiré d'abandonner leurs racines, mais ils s'en vont. Les jeunes générations, vous êtes encore en études, vous allez, je veux dire, la vision globale et mondiale vous amènera à aller à l'étranger. Il y aura un sentiment de respiration qui sera un peu plus fort. C'est pas de la politique, hein, je veux dire, c'est assez franco-français, il faut dire les choses. C'est pas que gauche-droite, mais il se trouve que l'addition de tous ces messages est une addition préoccupante, pour ne pas dire d'ores et déjà inquiétante, et pour faire revenir des gens qui sont partis, il faut autre chose qu'un beau sourire, et il faut autre chose qu'une porte ouverte. Il faudra une stabilité fiscale, un engagement constitutionnel sur cette stabilité fiscale, et un soutien très fort à la création. La France est un pays magnifique, qui a des atouts exceptionnels, mais on ne peut pas, me semble-t-il, continuer comme ça à additionner des messages négatifs à l'égard de celles et ceux qui créent de la richesse et qui, par leur talent, ont gagné beaucoup d'argent et qui, par des mesures fiscales, ne veulent pas se faire spolier. François Baroin, je vais une nouvelle fois vous faire changer totalement de sujet. J'aimerais vous parler de l'opération au Mali et de l'intervention française. Je rappelle à notre auditoire que l'opération française au Mali risque de déployer à moyen terme des milliers et des milliers de soldats directement sur le terrain. On parle aujourd'hui de plus de 3000. Et par ailleurs, le 23 janvier dernier, l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton évoquait des similitudes frappantes entre la guerre au Mali et l'ex-guerre en Afghanistan. Pensez-vous que le gouvernement, qui a pourtant insisté pour retirer nos troupes d'Afghanistan en avance sur le planning, ait fait une erreur en impliquant la France dans une nouvelle guerre? Non, moi je soutiens l'initiative prise par le président de la République au Mali. Il n'y a pas de place pour le débat quand on a des militaires professionnels qui sont au feu et qui risquent leur vie pour une certaine idée de la solidarité française à l'égard de pays qui demandent son aide. Et donc vous ne m'entendrez pas tout au long de ce conflit dire quoi que ce soit qui puisse de près ou de loin être interprété comme un désaccord, un désaveu, un éloignement. Moi je soutiens pleinement et entièrement cette initiative. Deuxième question, est-ce que la comparaison est pertinente avec l'Afghanistan? Je ne le crois pas. Là aussi l'histoire est dans la géographie, l'histoire des guerres est aussi dans la géographie. L'Afghanistan et la géographie est aussi dans la démographie, donc quand même tout est lié. L'Afghanistan, même les Russes du temps du bloc soviétique s'y sont cassés les dents, c'est quand même des montagnes, ils ont été obligés d'inventer des bombes à fragmentation qui traversent 50 mètres de montagne pour aller taper dans les grottes là où se réfugient les talibans. On savait dès le départ que c'était quand même une entreprise à haut risque, c'est immense. Le Mali c'est immense, c'est 7 ou 8 fois la France. Le désert, il faut imaginer que ce désert c'est un océan, que les Touaregs ce sont en fait des navigants, et que les villes dont on parle, ce sont des ports. C'est vécu comme des ports, ça fonctionne comme des ports, et c'est comme ça qu'il faut traiter cette guerre. Mais il y a 6000 terroristes qui sont des fous furieux des djihadistes, mais ils sont que 6000. Et donc en 15 jours,
la coordination franco-malienne avec le professionnalisme de l'armée française qui est reconnu et réputé comme tel, à l'exception peut-être des Israéliens et des Britanniques, il n'y a que les Français qui peuvent réagir aussi rapidement sur une intervention de cette nature. Je dis bien à l'exception des Israéliens et des Britanniques. Donc c'était normal que nous y allions. Ils ont récupéré les villes du Nord, après c'est dans le cadre international, et ensuite la formation et l'organisation de l'interarmée de l'Afrique de l'Ouest devra prendre les positions. Donc quel est le chemin devant nous pour être tout à fait conclusif sur cette partie-là? On peut imaginer que les militaires français se replient du côté de Bamako pour garantir la sécurité de nos ressortissants, on en a 6 000 aussi. Et on peut aisément imaginer que sur toutes les autres villes, ce sera une coordination militaire interafricaine au départ, et puis une fois que l'armée malienne sera formée et sécurisée, qu'elle tienne son pays. Voilà l'histoire. Ça ne veut pas dire que les 6 000 fous furieux terroristes seront éradiqués. Néanmoins, ça doit rester un objectif sur des gens avec qui on ne négocie pas, qui ont un projet politique et qui tout simplement n'ont pas la même vision du rôle de la place et du devenir de l'homme dans une société comme la nôtre. Donc voilà, ce sont des adversaires et c'est un combat qui continuera d'être mené, mais cette guerre et la récupération et la réintégration de l'unité territoriale du Mali, elle peut être réussie plus facilement que l'Afghanistan, c'est sûr. Alors une petite question sur l'UMP, parce que nous avons suivi la bataille Jean-François Copé et François Fillon. D'ailleurs Xavier Bertrand, qui était l'invité il y a quelques semaines, nous en avait un petit peu parlé. Moi je voulais revenir un petit peu sur votre appartenance à ce groupe UMP, parce que Guillaume vous a demandé si vous ne vous rapprochiez pas plus de l'UDI. Moi je me demande carrément si vous vous reconnaissez encore dans l'UMP, même pire, est-ce que vous avez vraiment le sens de la famille? Parce que vous vous revendiquez gaulliste, et moi j'ai l'impression que, vous critiquez toutes les dérives de la droite, vous fustigez la lignée Buisson, vous critiquez ce qui se place pour 2017, donc je me demande si vraiment vous vous reconnaissez dans l'UMP. Par ailleurs, vous rejoignez un groupe annexe à l'UMP, celui de François Fillon, vous le soutenez. On a l'impression de voir là une tentative d'étranglement financier finalement de Jean-François Copé, quand on sait comment sont financés les partis. Donc apparemment les propos de Bruno Leroux ne pourront pas être entendus. Lui disait simplement que le général de Gaulle devait se retourner dans sa tombe. Quand on voit les comportements qu'il a eu, comment... Bon, on va créer un code de discussion entre nous. Il faut arrêter de parler de centristes ou autres. On est des fondateurs. Fillon est un fondateur de l'UMP. Je suis l'un des fondateurs de l'UMP. Certaines personnes dont vous parlez n'étaient pas là à la construction de l'UMP. On peut considérer qu'on pèse un peu dans l'UMP. On peut considérer qu'on pèse un peu dans l'UMP. On peut aussi considérer que l'UMP ne se résume pas à une personne qui n'a pas la légitimité aujourd'hui pour en exercer pleinement et entièrement et seulement la responsabilité. On peut considérer que cette élection s'est vraiment très mal déroulée. Personne de sérieux à peu près en France, la preuve vous en parlez, considère que cette élection s'est bien déroulée. Le vice de forme, on le sait, c'est qu'on ne peut pas être en responsabilité secrétaire général et candidat, ça crée le trouble. Après, on a une querelle doctrinale qui n'a pas été purgée, il faudra bien la purger à un moment ou à un autre. On peut vivre ensemble. Moi, je rappelle quand même que moi, je suis un RPR, qui avait une base quand même très populaire. Vous aviez des gens aussi différents que Chirac, que Juppé ou que Pasqua. Donc vous pouvez légitimement considérer qu'une droite populaire, Estrosi, Mariani, Ciotti ou ces personnalités fortes qui ont une légitimité au suffrage universel. La politique, c'est le suffrage universel, c'est ça la légitimité, c'est ça qui confère le droit de parler et la possibilité d'entraîner aussi des gens. C'est l'affiliation traditionnelle de Pasqua. Tout le reste, ça n'appartient pas à l'histoire de l'UMP et donc c'est une dérive que pour ma part je combats, mais je ne suis pas le seul. Ensuite, vous parlez du groupe qu'on a construit avec Fillon. Il est fondé, je veux dire, en 24 heures, on fait 75 députés. En 2 mois, je pense que c'est un groupe qui devenait majoritaire. Le moteur de cette affaire, c'est de demander un nouveau vote sur un principe démocratique simple. Comme cette élection s'est mal déroulée, ce que le peuple souverain a fait, seul le peuple souverain peut le défaire. Donc le seul moyen de sortir de cette situation, qui est une situation qui n'est pas bonne, qui a créé du malaise, qui aujourd'hui se transforme en cessez-le-feu, on peut fonctionner comme ça. Il y a des gens intelligents et de bonne volonté, et quelles que soient les claques qu'on soit mis pendant la campagne les uns les autres, on a l'habitude, vous connaissez la maxime gaulliste, on chasse, on s'en met plein la figure, mais on chasse en meute sur l'essentiel. Donc on a l'histoire pour ça, on a la culture, sur des gens qui ont des fortes personnalités, on est capable de s'affronter. Mais pas sur un vice de forme démocratique. Or, il y a eu un vice de forme démocratique. Donc cette famille, elle peut durer.
Elle est affaiblie par des raisons financières qui n'ont rien à voir avec Fillon ou moi-même ou le groupe. Elle est affaiblie pour des raisons de défaite électorale successive, qui fait que quand vous avez moins de voix, vous avez moins de finances publiques et moins de financement public. Donc voilà, et puis elle est surtout affaiblie parce que notre leader naturel, Nicolas Sarkozy, a été battu, que les militants ne s'en sont pas remis, qu'une bonne partie des élus souhaitent son retour, et qu'il va falloir vivre avec cette question tout au long de quinquennat. Est-ce que oui ou non Nicolas Sarkozy va revenir? Parce que c'est ça la vraie question pour la prochaine présidentielle de 2017. Et c'est une question qui se pose pour ceux qui ont déjà affirmé une ambition de quelque nature que ce soit sur le plan présidentiel, et c'est une question qui va se poser aussi par le corps électoral de droite, parce qu'il faudra bien un leader capable de gagner et de battre Hollande. François Bayrand, pour entamer la dernière thématique de ce débat avant de passer aux questions du public, j'aimerais aborder la question de la future réforme constitutionnelle que souhaite entreprendre le gouvernement. On sait qu'en novembre 2012, la commission Jospin a préconisé un certain nombre de mesures pour refonder profondément la vie publique. Entre autres, l'introduction d'une dose de proportionnelle aux législatives, la fin du statut pénal du chef de l'État, troisièmement, l'éviction des anciens présidents de la République du Conseil constitutionnel, et quatrièmement, la fin du cumul des mandats. Je rajouterai pour cette dernière proposition de réforme qu'aujourd'hui, plus de 90% des Français y sont favorables, tout à fait ou plutôt. Ma question est la suivante. Parmi ces 4 idées de réforme que j'ai citées, lesquelles vous semblent utiles pour notre démocratie et au contraire, quelles sont celles qui vous semblent dangereuses? Je serais tenté de dire que les 4 ont des avantages et des inconvénients. La réforme du statut pénal du chef de l'État, il y a des avantages à placer le chef de l'État dans une situation de justiciable ordinaire pour des faits qu'il aurait commis, mais ce n'est pas un monde de bisounours, c'est le chef de l'État. Une protection du chef de l'État me semble naturelle. Il y a des services qui existent à l'étranger, la déstabilisation, elle peut intervenir par tous les biais. Ça me semble difficile de considérer dans l'exercice de son mandat un président de la République comme un citoyen tout à fait ordinaire. Il ne faudra pas aller quand même trop loin, me semble-t-il. Ne serait-ce que pour protéger les intérêts supérieurs de l'État. Je rappelle que c'est quand même lui qui a le feu nucléaire, je rappelle que c'est quand même lui qui est le garant des institutions, je rappelle que c'est quand même lui qui incarne la France à l'étranger, la diplomatie française. Donc un minimum de protection me paraît quand même quelque chose sur lequel raisonnablement on doit pouvoir s'entendre. Deuxième piste sur la suppression de droit du statut de membre du Conseil constitutionnel pour les anciens présidents de la République. Alors je ne crois pas qu'il veuille virer Chirac et Sarkozy. Je pense que c'est plutôt à s'appliquer pour lui-même. En fait, il va faire une réforme pour lui et ses successeurs qui fait que lui-même ne pourra pas aller au Conseil constitutionnel. Bon, je veux dire, ça ne me choque pas outre mesure que des présidents de la République, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on ait voté pour eux ou pas, fassent bénéficier notre instance suprême chargée de dire les lois fondamentales de leur expérience, compte tenu du fait qu'ils sont les seuls à avoir exercé une responsabilité aussi majeure de garant des institutions. Donc moi, ça ne m'a pas choqué. Dans d'autres pays, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils les nomment au Conseil d'État, c'est le cas, je crois, pour les anciens premiers ministres en Espagne, parce qu'ils ont un roi, donc ils traitent surtout leur ancien Premier ministre. En Italie, je me demande s'ils ne sont pas sénateurs à vie. Dans d'autres pays, c'est plutôt ça, ils deviennent sénateurs à vie. Nous, c'est Conseil constitutionnel. Bon, très bien. On se posera quand même la question de savoir ce qu'on en fait de ces anciens présidents. Et forcément, il y aura quelque chose d'alternatif. Bon, on peut considérer que ça ne sert à rien, mais je ne crois pas. Bon. Ensuite, l'affaire du cumul. Alors ça, c'est vraiment la schizophrénie traditionnelle de la conscience collective et de l'opinion publique sur un sujet qui, oui, je ne sais même pas pourquoi il n'y a que 80% des gens qui sont favorables à la suppression du cumul. Je pense que 100% des gens qui ne sont pas élus sont favorables au cumul. Et je pense que 100% des gens qui veulent être élus et qui n'ont jamais pu être élus sont favorables à la suppression du cumul parce qu'ils se disent là peut-être qu'on aura une chance. Je fais une blague, je suis hostile à ça. Je pense que l'équilibre entre un mandat national et un mandat local, c'est une bonne chose. Il est vrai que c'est difficile d'être ministre et maire. Je l'ai fait à 3 reprises. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Ça permet de garder les pieds sur terre et ça permet d'être dans un environnement où on a une conscience de la réalité des politiques publiques qu'on mène au niveau gouvernemental. Ensuite, si c'était aussi tranché que cela, alors pourquoi les gens qui sont en situation de cumul et qui se présentent auprès des électeurs sont souvent élus?
Vous l'avez dit dans l'introduction, moi je me suis présenté à 8 élections, ça fait 20 ans que je suis élu, c'est mon 5e mandat de député, mon 3e mandat de maire. Les gens, ils savent que je suis député quand je me présente à la mairie de Troyes. Ils votent pour moi. Les gens, quand je suis maire de Troyes et que je me présente comme député, ils savent que je suis maire de Troyes et que je suis cumulard. Mais ils votent pour moi. Et les Aubois, ils ne vivent pas dans une île, ils n'ont pas demandé l'indépendance et on n'a pas un drapeau. Hein, donc ils sont aussi dans les sondages, et certainement, si vous les interrogez dans les sondages, ils sont pour la suppression du cumul. Donc il y a une petite schizophrénie. Maintenant, si c'est voté et que ça va dans le sens de l'histoire, et c'est ce que souhaite le gouvernement, ce sera une vraie révolution démocratique, beaucoup plus forte qu'on ne le croit, pas uniquement par l'aspiration ou la capacité de nouvelles têtes à pouvoir surgir, mais par la professionnalisation. Enfin, je pense qu'on aura beaucoup d'apparatchiks, et donc ce sera vraiment le retour un peu à la 4e et au régime des partis. Je pense que si ça ne va pas de pair, ce que n'a pas fait la commission Gespin avec un statut de l'élu local ou national, c'est-à-dire clairement des questions de rémunération, les gens ne pourront plus faire des parcours comme les miens, c'est-à-dire consacrer sa vie, y compris professionnelle, et ses choix de vie, y compris professionnels, à la chose publique. Puisque tout simplement en termes de rémunération, il y a des choses que vous ne pourrez plus faire. Donc cette question, si Hollande va là, il faudra qu'il assume le débat sur le statut de l'élu local, sur la rémunération, sur le niveau des retraites, sur les choix. Car s'il n'y a pas de statut d'élu local, ben vous aurez un appauvrissement progressif de la classe politique et vous aurez une démocratie qui donnera l'impression d'être plus ouverte et plus oxygénée, mais qui, dans les faits, à mon avis, ne sera peut-être pas forcément plus efficace. Merci François Baroin. Cela conclut la phase de débat. Nous allons laisser la parole au public si vous avez des questions.